Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 23 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. L'humanité a toujours vécu avec des virus. Nos sociétés ont souvent été traversées par des crises sanitaires. La Covid-19 n'est donc pas la première pandémie mondiale. Retour sur le cas du sida dans cette édition. Les avocats du barreau du Bénin ont désormais une maison. Le bâtiment a été inauguré ce mardi au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et puis, condamnation par l'ODEM de 6 organes de presse pour violation de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Les raisons sont à suivre. Voilà pour les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. La Covid-19 continue de sévir. Elle fait bien de dégâts dans le monde entier. On dénombre plus de 5 millions de décès. Un ennemi invisible qui vient s'ajouter aux grandes pandémies qui ont marqué l'histoire. Des maladies ont décimé les populations entières en quelques mois, voire quelques jours, déclenchant la peur des hommes face à un ennemi inconnu. Retour sur le cas du sida dans cet élément que nous propose Diane Christelle Oniodier. Au début des années 80, on l'appelle le cancer gay parce qu'il touche principalement la communauté homosexuelle. Mais bientôt, d'autres catégories de patients sont atteints par la maladie comme les hémophiles. Le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme SIDA, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Le sida, c'est une maladie virale qui est contractée lorsqu'un virus entre dans votre organisme. Il s'agit donc du virus d'immunodéficience humaine, le VIH-Sida. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine qui a été transmis par une certaine espèce animale à l'homme, dit de façon accidentelle, et que ce virus est logé dans le corps de l'homme pendant plusieurs années, qu'on n'a pas la phase d'incubation, et qui, à un moment donné, a commencé par s'exprimer avec des différents signes, qui va conduire maintenant, finalement, sans aucun traitement, au sida. La phase VIH est maîtrisable, mais la phase sida, il reste toujours mortel. Le sida est donc le dernier stade de l'infection au VIH lorsque l'immunodépression est sévère. Originaire du centre de l'Afrique, le sida se répand sur tous les continents favorisés par les mouvements de population et la prostitution. Ses deux voies de transmission sont le sang et les sécrétions sexuelles. Ses victimes, des jeunes du monde entier. Il y a plusieurs moyens de protection contre le virus. Il y a aussi plusieurs moyens de contamination, donc il faut les éviter. L'utilisation du même matériel, par exemple la brosse, la lame. Nous avons 3 façons de contracter le mal. La première façon, c'est bien sûr par le sang. Lorsqu'il y a échange de sang, ça peut être des personnes qui se droguent par exemple, qui utilisent la même seringue. Ça peut être quand vous allez chez le coiffeur, vous utilisez la même lame que le précédent, alors que le précédent avait le VIH. Deuxième façon de contracter le VIH-Sida, malheureusement, c'est la transmission materno-fétale, c'est-à-dire la mère qui transmet le VIH à son fils. Donc la mère est PVVH, c'est-à-dire porteur du virus de l'immunodéficience humaine. Et la troisième façon de contracter le mal, c'est bien sûr les rapports sexuels donc non protégés. Les femmes, quand elles vont chez la coiffeuse pour faire les tissages, elles utilisent des aiguilles qui étaient chez la coiffeuse. Alors que c'est dangereux. C'est dangereux parce que les aiguilles, ça pique la coiffeuse. Ça a déjà piqué une cliente ou plusieurs clientes qui sont déjà passées par là. Et vous, en tant que femme, vous venez vous asseoir. On utilise ces mêmes aiguilles sur vous. Ça va vous piquer. Les risques de contamination se multiplient davantage. Une interprétation dahoméenne y est autant que scientifique. La manifestation de la maladie est polymorphe. Ça dépend de quel stade vous êtes et à quel moment il y en a des gens qui n'auront aucun signe. Déjà, vous perdez du poids. C'est les premières choses. Ensuite, après ça, on a les problèmes de la peau, donc les maladies dermatologiques qui apparaissent parce que plus l'organisme s'abaisse en matière de défense immunitaire, plus les petites pathologies, les petits microbes de la nature trouvent la place pour s'installer et se manifestent de façon fulminante. Quand le virus du sida était venu, le virus était lié à ce que nous appelons une des arcanes de Zapata.
le volume de la terre, vous verrez que c'est tout ce qui est solide dans le corps que ce virus atteint, surtout la moelle épinière. Le virus du sida désorganise l'élément terre en l'homme. Or, quand l'élément terre est déstructuré, si vous n'avez pas les rites comme tout ce qu'il faut pour recomposer, c'est terminé. Le VIH occupe une place très importante dans la vie de tous, les jeunes particulièrement. Un sujet qui reste toujours tabou, la simple annonce de la séropositivité à un individu cause souvent un choc difficilement surmontable. Mais il y en a qui sont loin de considérer cette situation comme une fatalité. Aujourd'hui maintenant, le sujet du VIH-Sida, c'est un sujet sans tabou. C'est dans le passé que c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages, mais aujourd'hui maintenant, avec l'évolution de la médecine, on a trouvé beaucoup de remèdes par rapport à ça. C'est toujours tabou, parce que même aujourd'hui, quand vous avez un patient qui vient, que vous lui demandez que vous voulez faire les tests, parce qu'il faut qu'il donne d'abord son accord avant de faire les tests, elle hésite toujours, ou il hésite toujours, il ne veut pas. On dit non, il faut laisser ça, parce que c'est toujours tabou. Sinon, ça ne devait pas être quelque chose. Si on vous demande de faire les tests, vous dites oui, allez-y, moi aussi, même il y a longtemps même que je cherche ça. Ça devait être la réaction si ce n'était pas tabou. Aujourd'hui, les traitements ne posent pas de problème, parce que c'est totalement réduit presque à 1 ou 2 comprimés par jour pour ceux qui sont observants. Quand vous êtes observant, ça redevient un comprimé par jour. Et de nouvelles molécules sont revenues sur le marché actuel qui sont encore plus petits que les anciennes molécules. C'est comme des petits comprimés de fer ordinaires. Vous avalez, tout est rentré dans l'autre. La véritable souffrance d'un séropositif ou les malades atteints du sida, c'est le regard des autres. Aujourd'hui, les traitements antirétroviraux ont nettement réduit la mortalité. Près de 38 millions de patients vivant avec le VIH, mais dans plusieurs pays, certaines personnes ne connaissent pas leur statut sérologique et donc ignorent la maladie quand d'autres ne sont simplement pas traités. C'est un mal qui ne guérit pas comme ça. C'est normal parce que déjà que le système immunitaire aujourd'hui est encore plus faible que le système immunitaire d'hier, ce qui fait qu'on est encore plus fragile et plus exposé aujourd'hui à la contamination de ces différents virus. Nous devons chaque fois nous préserver. Il n'y a pas un vaccin pour ça. Donc, chers amis, chers frères, chers parents, femmes comme hommes, méfiez-vous du sida. Si tu n'es pas convaincu de ton partenaire, vaut mieux de te protéger avant le rapport sexuel. À l'endroit de ceux qui sont porteuses, ce n'est pas une raison de s'écarter d'eux. Il faut les assister. C'est le fait de les assister qui leur donne le courage. Si on pense que c'est Covid qui est sur le tapis aujourd'hui et qu'on oublie le VIH, attendez les statistiques de fin d'année de 2021. Aujourd'hui, les gens ont tendance à mobiliser tous les fonds sur Covid et laisser le VIH, ce qui n'est pas bien. Bien que la tendance soit au changement des comportements vis-à-vis des personnes atteintes du VIH-Sida, il est tout de même judicieux de leur porter assistance. Autre élément dans ce journal, Conseil des ministres ce mercredi 22 décembre 2021. Plusieurs décisions ont été prises. On peut citer entre autres le compte rendu de l'examen des rapports transmis par les inspections générales des ministères à la présidence de la République pour la période de janvier à juin 2021. L'organisation du concours de recrutement d'élèves agents de police et personnel des forces armées béninoises. Les détails avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngweji. 197 rapports produits par 14 ministères ont été reçus à la présidence de la République. Leur examen a permis de constater des insuffisances relatives notamment à la gestion du patrimoine de l'État, à la performance ainsi qu'à la gestion administrative, financière et comptable des structures contrôlées. Les irrégularités relevées sont, entre autres, le défaut de mise en place de la comptabilité des matières par les directions de l'administration et des finances de certains ministères, l'absence de signature des bénéficiaires de biens sortis des magasins, l'existence de dépenses inéligibles et non justifiées dans la plupart des lycées techniques agricoles, le défaut d'exhaustivité du versement des recettes hors budget dans certains ministères, l'utilisation des tickets valeurs à des fins autres que celles des services, cas du chef du service administratif et financier de la direction départementale du cadre de vie et du développement durable Ouémé Plateau, qui a dépensé 2 200 000 francs CFA de tickets valeurs à des fins personnelles. Ces manquements graves ont eu pour conséquence des moins perçus pour l'État,
s'élevant à la somme de 1,382 177 711 francs CFA, dont 88 889 578 francs CFA sont déjà remboursés. Les ministres sont instruits, chacun en ce qui le concerne, de faire mettre en débat par le ministre de l'Économie et des Finances les personnes qui en sont responsables sans préjudice des sanctions disciplinaires et ou poursuites judiciaires auxquelles les intéressés s'exposent. Recrutement puis formation de 2000 élèves agents de police, de 1500 personnels des forces armées béninoises et acquisition de pactages et autres équipements au profit des recrues au titre de l'année 2022. Ces recrutements s'inscrivent dans le programme de renforcement des effectifs de la police républicaine et des forces armées. Ils permettent une meilleure gestion des défis sécuritaires, de même qu'ils participent de la consolidation du dispositif de défense opérationnelle du territoire national à travers l'activation de nouvelles unités territoriales et mobiles. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'organisation subséquente des concours, de même que pour la formation et l'acquisition des pactages et autres équipements au profit des nouvelles recrues. En point 3, la contractualisation pour les études de planification urbaine, d'aménagement, de programmation architecturale de Semesiti à Ouida et de suivi des travaux de viabilisation de la tranche 1 portant sur 150 hectares du site. Initialement prévu pour être érigé sur un site de 189 hectares dans la commune de Semekpoji, les infrastructures de Semesiti le seront finalement sur un domaine de 336 hectares dans la commune de Ouida, où l'espace nécessaire et convenable a été obtenu. Le changement de site étant acté, le Conseil a autorisé le recours au cabinet qui avait été mandaté pour la réalisation des travaux préalables au démarrage des constructions. Celles-ci sont destinées à permettre à Semesiti de disposer de ses propres installations et d'accueillir de nouveaux partenaires d'envergure pour développer des programmes plus ambitieux de formation, recherche et entrepreneuriat. Les principaux points de modification induits par le changement de site qui en découle s'inscrivent dans une logique d'optimisation de la programmation architecturale. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable fera procéder à la signature du contrat actualisé avec le dit cabinet et veillera à sa bonne exécution. Inauguration ce mardi 21 décembre 2021 de la maison de l'avocat à Cotonou. Une cérémonie qui a connu la présence des anciens bâtonniers et des responsables du ministère de la Justice et de la Législation. Il faut souligner que c'est une cérémonie qui intervient à l'occasion de la rentrée solennelle 2021-2022 de l'Ordre des avocats du Bénin. Le récit de Aziz Adam Soulé. C'est une idée qui a germé le 13 novembre 1993, année à laquelle le bâtonnier Alfred Pognon procédait ainsi à la pose de la première pierre pour la construction de la maison de l'avocat. 28 ans après, le vœu se concrétise à travers un géant bâtiment flambant neuf érigé dans l'enceinte du tribunal de Cotonou. Une inauguration à laquelle a pris part le Collège des avocats du barreau et autres personnalités. Mesdames et messieurs, depuis la pose de la première pierre de notre maison, tous les bâtonniers et conseillers de l'ordre qui se sont succédés n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement du projet. Mais cela n'a été possible qu'avec la détermination de tous les avocats du barreau du Bénin. Mes très chers consoeurs et confrères, grâce à votre engagement à tous, à votre participation active et à votre soutien, il a été possible de réunir les fonds nécessaires pour lancer les travaux et nous avons vu se lever petit à petit les murs de ce bel ouvrage qui abritera officiellement les bureaux administratifs de l'Ordre des avocats du Bénin, les réunions du Conseil de l'Ordre ainsi que nos différentes assemblées générales et formations. Notre amour propre trouve lui aussi son compte dans l'aboutissement du projet. Mesdames et messieurs, je ne saurais passer sous silence l'indemnisation qui nous a été accordée par le gouvernement à la suite de la démolition de l'ouvrage érigé à la place transformée aujourd'hui en parking du barreau. Je voudrais à cet égard saluer l'implication personnelle de M. le garde des Sceaux pour le déblocage des fonds. À tour de rôle, des témoignages ont été faits sur le processus ayant abouti à la concrétisation de ce projet
C'est donc un motif de satisfaction et de reconnaissance. Cette maison de l'avocat est tout un symbole. Et dites-moi, y a-t-il un seul avocat ici, ancien ou jeune, qui peut dire qu'il n'est pas fier de cette maison? C'est notre symbole, c'est notre union, je dirais même c'est notre unité. Je voudrais que nous puissions nous engager fermement, avec détermination, désormais, à poursuivre le combat de la liberté et de la justice. Moi, j'ai été dans le segment de la cogitation et de l'obtention de terrain. C'est Alfred Poyon qui a achevé et réalisé l'obtention du terrain. Et Poyon a lancé aussitôt la construction. Et puis bon, ça a traîné, faute de moyens qui devaient suivre. Et successivement, les autres bâtonniers ont continué jusqu'à ce jour. La seule leçon, c'est qu'il faut toujours persévérer. Et cette persévérance, l'Ordre des avocats du Bénin a bien conscience. D'ailleurs, le collège s'engage véritablement pour une justice équitable et plus libre. On reste dans le même registre pour dire que le cercle de l'Ordre des avocats du Bénin s'agrandit. À l'occasion de la cérémonie solennelle de rentrée du barreau, 40 nouveaux avocats stagiaires ont prêté serment devant leur père, mais aussi en présence des parents et amis. On retrouve une fois encore Aziz Adam Soulé et Bonaventure à l'Oignon. C'est une audience solennelle de prestation de serment de 40 nouveaux avocats stagiaires qui consacre l'agrandissement du cercle des hommes en toge. Après plusieurs mois de formation sur les bonnes conduites à adopter dans leur corporation, ils sont désormais mieux aguerris. Ce renforcement de l'effectif des avocats de notre pays est un heureux événement qui mérite d'être salué et souligné. En cela, qu'un avocat de plus dans un État, dans un pays, constitue toujours une garantie de protection et de défense des droits de l'homme. En effet, sur les 28 tribunaux de première instance de droit commun prévus par la Cour internationale judiciaire du Bénin, seuls 16 sont actuellement fonctionnels. Dans la perspective de la mise en service des 12 autres tribunaux, il apparaît à mon sens nécessaire d'envisager déjà de façon proactive l'augmentation du nombre des avocats dans notre pays. En application aux tests qui régissent l'appareil justice au Bénin, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, dans un exercice de pédagogie, a rappelé les principes de base. Qui vont prêter le serment d'usage prévu par l'article 24 du règlement numéro 7 CM UMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UMOA. Au terme de ce article, le récipiendaire professionnel la formule consacrée pour ces circonstances, à savoir, je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Cette cérémonie de prestation de serment est donc une étape importante dans la vie des avocats, aussi bien entrant dans la profession que ceux déjà exerçant qui demandent leur inscription au tableau du barreau. Le cérémonial qui l'entoure permet aux récipiendaires de prendre toute la mesure de leur futur rôle dans l'organisation judiciaire, leur servira de guide durant l'exercice de la profession et surtout leur indiquera leur mission et leurs droits comme leurs devoirs. L'un après l'autre devant les sages de la cour, ils ont prêté serment, un ultime acte qui consacre définitivement leur appartenance au monde des avocats. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a sanctionné ce mercredi 22 décembre 2021 6 organes de presse pour violation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. 3 parmi eux ont été condamnés pour des faits liés à la directrice générale de la Poste Bénin, Judith Glidia. Les 3 autres l'ont été pour non-respect de la démarche contradictoire dans une information politique relative à l'ancien président de la République, Thomas Boniaï. Suivant la quintessence de la première décision, celle relative à la directrice générale de la Poste.
Décision numéro 012-21-ODEM 08. Par différentes correspondances, Madame Judith B. Glidja, directrice générale de la Poste du Bénin, a saisi l'ODEM des plaintes contre les journaux suivants. Événements du jour, Nasiara et Soleil Bénin Info. Dans sa parution numéro 559 du lundi 12 octobre 2020, le journal L'événement du jour a publié en manchette un article intitulé « Caisse nationale d'épargne de la Poste du Bénin. Des comptes des clients seraient piratés. » Entre parenthèses, d'autres sous-scellés. Avec la photo de la DG Judith Glidja affichée à la une du journal. La même information est traitée par le journal Nasiara et surtout dans le journal Soleil Bénin Info dans leur parution numéro 1246 du lundi 23 août 2021 avec comme titre respectif Mauvaise gestion à la Poste du Bénin, la DG Judith Glidja devant la criette. Et pour Soleil Bénin Info numéro 1247 du mercredi 25 août 2021, le titre est La DG Judith Glidja et plusieurs autres responsables de la Poste du Bénin devant la criette. L'audience fixée au 20 octobre prochain. De l'analyse des faits, l'ODEM remarque que les articles sont construits sur la base d'affirmations gratuites. L'ODEM note également qu'il y a une facilité à s'en prendre à la DG de façon cyclique et groupée. Par conséquent, l'ODEM condamne les journaux événements du jour, Nasiara et Soleil Bénin Info et leurs directeurs de publication respectifs. Je cite Septime Toli, Malik Tchabi Hiro et Hervé Alade pour violation du code de déontologie de la presse béninoise en ces articles suivants. Article 2. Je cite, le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine et la véracité sont établies. Article 6. Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement. On finit cette édition par la deuxième décision rendue par l'ODEM, celle condamnant les 3 organes pour non-respect de la démarche contradictoire dans une information politique. Décision numéro 013-21-ODEM 08. Conformément à l'article 27 de ces statuts, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM s'est auto-saisi au cours de sa réunion ordinaire du mercredi 10 mars 2021 de la publication de certains journaux pour violation des dispositions du Code de déontologie concernant le traitement d'une activité politique de l'ex-président de la République Thomas Boni Yayi. Il s'agit des journaux Le Matinal, Le Béninois Libéré et Le Potentiel. Le mercredi 10 mars 2021, le journal Le Matinal a titré en manchette un article de presse intitulé « Activité malsaine de l'ex-président dans les collines. Yayi prépare une nouvelle tension à Savè ». Une production de presse développée à la page 2 du journal et qui signale que le président Yayi tient des rencontres discrètes avec certaines couches dans les collines au fin de les inciter à la rébellion. Le même jour, soit le mercredi 10 mars 2021, le journal Le Béninois Libéré aborde le même sujet avec comme titre en deuxième de une. Présidentielle, victoire assurée de Talon au premier tour. Yayi dans le rôle de directeur de campagne. Ce même mercredi 10 mars 2021, le journal Le Potentiel, dans son édition, a titré en manchette « Discret conciliabule d'un ancien président dans les collines. Yayi reprend sa robe de pyromane ». L'ODEM constate que les auteurs des 10 articles prétendent dénoncer des actes attentatoires à la quiétude, à la paix et à la cohésion sociale, mais ont dérogé à leur responsabilité sociale. Par conséquent, l'ODEM condamne les journaux Le Matinal, Le Béninois Libéré et Le Potentiel
et leurs directeurs des publications respectifs, Sey Adam Lao, Akilou Yakubu et Adrien Atinkpator, pour violation des articles 2, 6, 8, 12, 15, 17 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Des extraits proposés par Cédric Sosoagbo et Edouard Kakbo. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Fonsa. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android Etele Benin. Etele, avez-vous pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.